Je vais essayer d'être très bref et quand bien même mon propos n'est pas prospectif mais conclusif, donc rétrospectif, je vais le subdiviser en trois parties. D'abord des constats que j'ai retirés des différentes interventions qui ont traversé la journée, des aspirations qui ont été exprimées et des propositions avant de livrer ce que je considère être ma propre conclusion. Des constats, c'est celui de constantes que l'on peut mettre en lumière à travers les âges. On a commencé la journée par là avec l'impact des conditions environnementales et à partir de la prise de conscience au milieu du 19e siècle de tout ce qui était lié à la pestilence et au miasme. Et on a fini par une époque moderne où on a quand même parlé cet après-midi du saturnisme causé dans certains immeubles parisiens par l'état des lieux, mais on aurait pu tout aussi bien parler de la leptospirose à Paris encore aujourd'hui. Donc, à partir de là, la constante, c'est la nécessité d'œuvrer à l'assainissement encore toujours, et donc on fait le lien avec la santé et l'environnement. L'importance de la prophylaxie, on l'avait découverte, on l'avait liée à la protection sanitaire des populations. Ce sont des termes qui sont devenus désuets au fil des années. Et ma foi, ils s'inscrivent peut-être dans un principe de non-nuisance qu'on a eu l'impression de découvrir, mais je ferai le parallèle pour les médecins. En tout cas, je n'en suis pas, mais quand même, un des principes de base de la pratique du médecin, c'est de ne pas nuire. Primum non lucere, on l'apprend en médecine dès le début de sa formation. D'abord, ce qu'on doit faire ne doit pas nuire, et de préférence guérir. Enfin, encore que ce n'est pas une obligation de résultat. Un autre constat est celui du lien entre la santé des populations et la situation, les conditions sociales, économiques et professionnelles. On l'a entendu dans plusieurs des interventions et c'est normal, c'est la cohérence de toutes les interventions que nous avons eu l'avantage d'écouter aujourd'hui. Et puis enfin, je n'ai pas manqué de relever l'intérêt exprimé par les élus locaux désormais pour la santé publique, intérêt en augmentation. J'avais plutôt souvent entendu les maires dans mes différentes fonctions successives m'assurer qu'ils se battront pour leur hôpital. Je n'en avais pas entendu me dire qu'ils se battront pour réaliser des actions de santé publique. Et je me réjouis de voir cet intérêt marqué et renouvelé aujourd'hui et illustré par le fait que plusieurs collectivités, dont des exemples nous ont été donnés, que ce soit ici à Marseille, mais à Digne en particulier, mais je citerai aussi Strasbourg, pour mes affinités avec Strasbourg, où j'ai sévi comme directeur d'agence pendant 7 ans, Strasbourg dans les programmes de santé et sport, par exemple, mais aussi Biarritz, précurseur en sport et santé, des collectivités qui désormais agissent parce qu'elles en prennent l'initiative et rien ne les empêche et on n'a pas besoin d'autre chose que de leur démarche volontariste pour le faire. Des aspirations, en deuxième point, pour une plus grande implication formalisée, cette fois-ci des acteurs locaux, une systématisation de l'approche multisectorielle, mais faut-il quand même rappeler que le concept de santé dans toutes les politiques date de la déclaration d'Helsinki en 2013, mais que nous n'avons pas fait grand-chose en France, à part installer un comité interministériel, vous le savez certainement, et vous en suivez les travaux, je n'en doute pas. Ce comité interministériel, présidé et animé par le directeur général de la santé, est installé à Matignon. Voilà, il y a un comité interministériel. L'aspiration à être préparé. Il n'y a rien de plus difficile qu'être préparé, même dans les organisations qui sont dédiées à intervenir en situation de crise. Pour avoir passé de nombreuses années de ma vie professionnelle à la Croix-Rouge, je sais la difficulté qu'il y avait à faire admettre à ces administrateurs la nécessité d'investir dans des équipements qui serviront peut-être ou ne serviront peut-être pas. Nous avons eu l'exemple le plus proche de nous dans la sphère publique, quand nous avons constaté il y a 2 ans que certains produits indispensables, on n'en avait plus. On n'en avait plus parce que, voilà, on n'a pas su organiser. Pourtant, il n'y aurait rien eu de plus facile que d'organiser le flux
de ces masques vers leurs utilisateurs hospitaliers à charge de renouveler le stock dans l'institution qui existait avant qu'elle ne fusionne dans Santé publique France et qui était chargée de les garder et de constituer un stock. Des propositions, enfin, je ne vais pas les lister, on les a entendues toute la journée, mais on ne peut que souscrire à la nécessité de renforcer la littération en santé, d'actualiser la loi de santé publique, mais ça, vous me permettrez d'y revenir dans 2 minutes, de souhaiter que les opérateurs, les effecteurs, les acteurs travaillent ensemble en essayant de monter un consortium entre eux, j'y crois profondément, à condition que chacun y conserve son identité et qu'aucun d'entre eux ne prétende prendre le pas sur l'autre. C'est peut-être le plus difficile. En tout cas, je peux vous promettre, dans le secteur hospitalier, il n'y a rien de plus difficile que de les faire travailler ensemble sans que chacun d'entre eux ne prétende prendre le lead. La territorialisation, c'est évident, et ce que nous avons vécu ces 2 dernières années n'a pas manqué de nous apporter la preuve d'un intérêt d'une plus grande proximité des actions et des décisions avec le terrain où elles s'exercent. Je ne peux pas ne pas souligner la nécessaire amélioration de l'attractivité des métiers, le développement d'une culture en santé publique et la prise en compte des inégalités environnementales. Mais enfin, je suis pressé d'arriver à ce que moi je considère essentiel, la nécessaire relance d'une réelle politique de santé publique, et il n'est de politique, et donc une loi pour la concrétiser, que s'il y a chez son concepteur, son auteur, une réelle vision, et pas un empilement de dispositions dictées par un effet de mode récent, par la nécessité de traduire des mots modernes ou à la mode dans une loi. Et on a vu l'empilement des lois ces dernières années, et je n'ai pas le sentiment qu'en matière, en tout cas, d'organisation hospitalière et de santé plus largement, ces lois aient apporté des évolutions structurantes de fond. On a connu des lois très structurantes dans ce pays, mais je vous rappellerai que la première loi hospitalière moderne date de la fin de 1970 et qu'elle succédait à la loi de 1943. 43-70. Mais entre 70 et aujourd'hui, je vous laisse compter le nombre de lois qui sont intervenues dans ce même domaine. Moi, je renonce. Une loi volontariste, une loi qui prenne en compte l'expertise, une loi volontariste, j'entends par là qu'il y ait une vraie volonté politique, une loi qui soit la résultante d'une conception politique, et non pas des dispositions prises en fonction de ce que les moyens matériels et financiers permettent de faire ou de ne pas faire. Une loi assise sur un financement clairement identifié. Dans ce pays, le financement des soins, on sait d'où il vient. Il y a, depuis plusieurs années, heureusement, une loi de financement de la sécurité sociale. On sait d'où vient le financement des soins, d'où proviennent les crédits affectés à l'assurance maladie. On sait moins où sont visibles les crédits de la santé. Et en tout cas, ce que moi je sais, c'est si je prends la période à laquelle il a été fait référence de mon mandat à la présidence de l'INPES, pendant cette période, les crédits qui ont bénéficié aux soins hospitaliers ont augmenté de 7,5 à 8%. Les crédits affectés à la santé publique à travers l'institut que j'ai eu l'honneur de présider n'ont pas augmenté dans la même proportion. Je ne sais pas si c'est un scoop pour vous. Mais je peux vous affirmer qu'ils ont été réduits de 35%. Juste le parallèle entre les deux façons de traiter les deux volets de ce qui est essentiel dans notre vie, la santé publique, le soin. Je suis un hospitalier, hein, je ne peux pas le nier, j'ai été directeur d'hôpital, mais enfin, l'un n'empêche pas l'autre. D'où ma volonté toujours de dire aux hospitaliers que la santé publique les concerne aussi
et que le programme, l'hôpital promoteur de santé, existe depuis des années, mais que je n'ai vu que peu d'hôpitaux s'inscrire dans ce programme-là. Et rien ne les empêche. Et s'il y a des professionnels qui sont légitimes pour s'adresser aux malades et à l'entourage des malades et promouvoir la santé, ce sont ceux qui travaillent à l'hôpital, et qu'on ne me dise pas qu'ils n'ont pas le temps. Il suffit simplement d'avoir la disposition d'esprit pour le faire. Et ils sont, eux, audibles plus que d'autres. Donc, affermir et affirmer les liens entre l'hôpital et la santé publique, si l'on veut vraiment développer une culture de santé publique et d'anticipation. Voilà, j'espère ne pas avoir pris trop de votre temps. Nous allons pouvoir nous égayer dans Marseille tout de suite. Et je vous remercie d'avoir été quand même attentifs.